Ambiance conviviale ce matin, zone industrielle de Carquefou. Les véhicules passent au compte-gouttes, mais les conducteurs sont plutôt conciliants, comme cet ancien de l'usine Seita. Ils sont très corrects car ils bloquent la circulation, mais les voitures peuvent passer, donc je trouve ça très bien. Et de toute façon, c'est le seul moyen qu'on a maintenant pour se faire entendre depuis déjà quelques années. Ce sont les rythmes de travail et les salaires qui sont en jeu. Les routiers se disent à bout. On est obligé d'aller à nos limites, les limites de la légalité pour la conduite, pour qu'on puisse avoir un salaire correct. On est obligé d'augmenter le nombre d'heures sur la route, tout simplement. Et donc plus de stress, plus de fatigue, et on s'en sort plus. Le chauffeur est impacté dans sa vie de tous les jours. Il part à la semaine, il dort dans son camion, et si c'est pour arriver à la fin du mois à avoir un SMIC, c'est plus très motivant. Les négociations entre syndicats et patrons du secteur routier s'annoncent tendues. Les conducteurs ne comprendraient pas que les salaires augmentent peu, car selon eux, tout s'y prête. La morale fait-elle la justice? C'est la question posée dans cette affaire par la procureure du tribunal de Saint-Nazaire. En ne donnant pas de réquisition, c'est-à-dire de consigne au juge, elle a estimé que les jurisprudences en la matière n'étaient pas applicables à cette histoire précise. Le père de la victime est terrassé. Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que effectivement, il y avait la morale d'un côté et il y avait la justice de l'autre. Et que ce qui était immoral pouvait être jugé comme non condamnable. Donc pour moi, c'est un formidable encouragement au manque de moralité. Voilà. Donc c'est cette question-là qui est posée aujourd'hui. L'avocate du prévenu convoque la liberté dans sa plaidoirie. Selon elle, condamner son client pour ne pas avoir empêché son ami de reprendre le volant constituerait une jurisprudence dangereuse. Un tel élargissement peut constituer un véritable danger dans la mesure où on va mettre une obligation générale à la charge de tous ces citoyens, une obligation qui va consister finalement à surveiller tout le monde et priver tout le monde de sa liberté, d'aller et de venir, de disposer des clés de sa voiture. Pas de réquisition ne signifie pas qu'il n'y aura pas de condamnation. Le délibéré sera rendu le 10 mars prochain. Dans quelques heures, ces remorques seront au milieu de l'océan. À l'intérieur, des pièces automobiles pour l'usine PSA de Vigo. Si la liaison existe déjà depuis près de 40 ans, cette troisième rotation hebdomadaire permet de passer à la vitesse autoroute. Le concept d'autoroute de la mer, ça vise à définir une régularité et une fréquence qui sont préétablies sur de longues périodes. Ainsi identifiée, la liaison pourra bénéficier des subventions de l'Europe, de la France et de l'Espagne, de quoi impulser ce troisième aller-retour et l'affrètement d'un second navire. C'est grâce à ces aides que les débuts de ce troisième départ par semaine pourraient se faire et pourraient permettre que la ligne, au-delà de ces subventions, soit soutenable dans le temps. Le but est de maintenir ce troisième départ et pourquoi pas un quatrième départ, tout dépendra des volumes. Pérenniser cette autoroute de la mer, contrairement à celle entre Montoire et Rironne, qui n'aura duré que 4 ans, faute de rentabilité. L'enjeu est important pour le trafic du port notamment. Pour nous, c'est une piste de diversification importante avec un savoir-faire qui existe sur notre place portuaire, avec des entreprises qui sont performantes en termes de manutention, avec du personnel qui sait décharger dans des conditions économiques tout à fait compétitives ce type de cargaison. Pas de touristes sur ces bateaux, uniquement des voitures neuves et du fret. Chaque navire embarque l'équivalent d'1,5 km de camion. Ils sont plusieurs centaines à défendre ouvertement le tiers payant généralisé et le font savoir. Sur Internet, ces médecins généralistes écrivent qu'il s'agit là d'une vraie et bonne réforme. Le docteur Patrick Lamour est de cet avis. Il faut quand même ouvrir les yeux. Il y a une crise sociale très importante et il y a beaucoup de gens pour lesquels faire cette avance est un problème. Donc forcément, le tiers payant va faciliter cet accès. Généralisé dans la plupart des pays européens, le tiers payant permet au patient de ne payer sa consultation qu'1 euro. C'est sa part forfaitaire, non remboursable. Le reste, c'est la sécurité sociale et la mutuelle qui le paieront directement au docteur. Mais près de 80% d'entre eux y sont opposés et étaient en grève fin décembre. Un acte que vous ne payez pas, c'est un acte qui n'a plus de valeur. Deuxième chose, c'est l'augmentation de la consommation médicale. Faux problème, répond Jean-Paul Canévet.
Cette idée que la valeur de l'acte est liée au paiement ne me paraît pas correspondre à la réalité. À l'hôpital, les gens sont soignés, ils ne payent pas directement le médecin hospitalier. Nous exerçons en tant que médecins généralistes une mission de service public et nous sommes rémunérés finalement par l'argent de la collectivité qui sont les cotisations sociales des patients. Donc on n'a pas besoin de ce lien direct avec l'argent. Ces médecins favorables demandent toutefois des garanties sur les modalités et les délais de paiement et rappellent que d'autres professionnels de santé comme les pharmaciens ou les infirmiers pratiquent déjà le tiers payant sans souci. C'est une ambiance morose qui règne ce matin au port de pêche de la Turballe. En cause, la décision de l'Europe qui interdit désormais aux chaluts pélagiques de pêcher le bar en Manche. Une décision vécue par les pêcheurs comme un coup de massue. La situation actuelle est très critique puisque pour les pélagiques de la Turballe, nous, à l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes censés être en Manche. Là, on nous a retiré nos droits de pêche purement et simplement, radicalement. Donc le problème, il est que là, actuellement, nous recherchons des quotas pour nous reporter sur une autre espèce. Des quotas que les pêcheurs de la Turballe n'ont pas. Alors, en contrepartie, l'Europe leur proposerait des compensations financières, loin de satisfaire tous les pêcheurs. On n'a pas envie de compensation financière. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre de notre métier. Voilà. Ce qu'on veut, c'est aller en mer, pêcher. Voilà. Et ce qui aura sans doute encore plus de mal à passer aujourd'hui, c'est que cette décision de restriction de pêche, qui au départ était justifiée pour protéger le stock durant sa période de reproduction, serait aujourd'hui une décision politique, ce que dénonce Jean-Pierre Branchereau, maire de la Turballe. Donc c'est purement et simplement un lobbying des plaisanciers anglais qui refusent que le bar soit pêché en Manche, enfin sur la zone 7E pour être précis exactement. Donc nous, on est assez révoltés par cette décision, puisque ce n'est plus du tout une décision biologique, ça devient une décision purement politique. La restriction de pêche de bar en Manche prendra effet le 28 janvier et se terminera fin avril. Quant à l'avenir, il est pour le moment encore bien fait. Son passage dans un établissement n'a rien d'exceptionnel, mais la visite aujourd'hui de l'inspecteur d'académie au sein du collège Pierre-Norange fait forcément écho à la plainte déposée il y a 15 jours. Le 10 janvier dernier, le site Braise Info décrivait des incidents intervenus lors de la minute de silence observée au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, ce que conteste formellement la direction. Moi, le collège a porté plainte sur conseil des autorités académiques, mais encore une fois, ce n'est pas l'objet de ma venue. Voilà. Je ne suis pas certain que la plainte donnera quelque chose. Moi, ce que je veux venir par là, c'est échanger avec les enseignants pour parler d'éducation des jeunes, des projets qu'ils portent. Pas de problématique particulière donc dans ce collège de zone prioritaire. Les professeurs ont rencontré l'inspecteur d'académie en fin de matinée pour parler pédagogie. La plainte pour diffamation, ils y tiennent, c'est important, mais elle n'est pas la priorité. C'est important d'avoir une réponse pénale afin de mettre un terme définitif à cette histoire, oui. Les élèves ont reconnu l'émotion collective, nous l'avons travaillé ensemble et puis à partir de maintenant, bien, nous tournons la page et nous allons de l'avant. Une enquête est en cours. En attendant une éventuelle décision de justice contre le site internet, le camp renseignant continue de remplir sereinement sa mission d'éducation. Ce sont les derniers ajustements, quelques finitions, avant que Nantes ne se consacre à la folle journée. Demain à 15h, cette 21e édition offrira ses premières notes. Et l'événement, malgré la traditionnelle prise d'assaut de la billetterie, n'affiche pas tout à fait complet. 645 000 tickets ont d'ores et déjà été vendus, environ 18 000 cherchent encore preneurs. Rien n'est donc perdu, à condition de composer avec le programme. Je désirais un concert, malheureusement il est complet. Donc je regarde, après une fois que j'aurai tout coché, je verrai s'il est disponible quelque part ailleurs. Les Portugais, autour d'Antonio Zambujo, joueront leur fado demain soir à guichet fermé. Du Jean-Sébastien Bach par les plus grands interprètes du baroque ou plus surprenants à l'accordéon. De Trinidad jusqu'à la Syrie, cette année s'annonce encore bien riche. 350 concerts, c'est 80 de plus qu'en 2014. Avec une grande diversité d'horizons, il y en a presque pour tous les goûts. Le principe, il faut toujours se le dire pour cette folle journée, c'est allons à la découverte d'œuvres, de compositeurs, d'interprètes que je ne soupçonnais pas ou que je n'avais pas choisi au début. C'est le concept de la folle journée et on n'est jamais déçu. 2000 artistes vont donc se succéder pour 5 jours de vibrations.
à la Cité des Congrès et au lieu unique. C'est sur les cendres de l'usine brûlée que vivent aujourd'hui plus que 500 Roms dans des conditions de vie déplorables. Vieilles carcasses de voitures, caravanes délabrées, eau et électricité font défaut, les sanitaires n'existent pas. Manque d'hygiène, les problèmes de santé se multiplient. Et beaucoup de problèmes, mon mari. Et toujours la masque. La chercher, mais dans le malade. 3 fois par semaine, l'association Médecins du Monde passe sur le terrain pour proposer des accès aux soins. Nous, on travaille surtout en santé maternelle et infantile, donc auprès des mamans et des enfants. Concernant les enfants, on va retrouver les pathologies qu'on retrouve chez tous les enfants, des pathologies respiratoires. Les conditions de vie paraissent inhumaines et pourtant, beaucoup de Roms se disent heureux de vivre en France et d'échapper à la misère humaine. C'est mieux comme ça en France, mieux que la Roumanie. Les pouvoirs publics cherchent des solutions, un travail compliqué. On est bien dans des terrains d'occupation illicite qui ne sont pas des terrains mis à disposition. Donc, de fait, ce n'est pas des conditions normales de vie pour les habitants. Ce qu'il faut chercher, c'est des solutions pour pouvoir aller vers des conditions normales d'habitat. Le but, c'est bien d'arriver à permettre à ces personnes-là de vivre dans des conditions normales sur notre territoire. Un travail qui prendra du temps. Entre-temps, les Roms sont tolérés sur les terrains actuels. C'est bien sûr au pied du mastodonte que l'on prend toute sa mesure. L'A34, comme on le désigne ici, prend désormais ses aises dans sa cale de construction. 41 blocs sur 86 ont déjà été assemblés. Le chantier est dans les temps. Nous avions fixé des ambitions fortes en termes d'avancement et notamment en termes d'armement, c'est-à-dire tout le travail qui consiste à mettre des tuyaux, des câbles, des chemins de câbles, gaines de ventilation. Tout ça se passe plutôt bien et ça aussi est à l'heure, pas uniquement la construction de la coque. Sur tous ces travaux, nous faisons beaucoup plus que ce que nous avions déjà réalisé sur nos précédents navires prototypes. Les travaux de peinture avancent vite également grâce à ces 2 abris géants. Ces abris en fait sont élingables et sont pris par le portique et sont posés sur le bloc comme une cloche à fromage en fait. Ça permet surtout de faire la peinture extérieure dans des conditions optimales, c'est-à-dire en s'affranchissant des problèmes de météo. Ça permet d'augmenter ce qu'on appelle le pré-armement, c'est-à-dire de monter beaucoup plus de choses plus vite, notamment les baies vitrées, les balcons, mais surtout d'assurer un meilleur niveau de qualité au niveau de la peinture. Dans cet ovale viendra se loger bientôt un bar ascenseur qui montera les passagers au cœur d'un jardin naturel. Le plus gros paquebot du monde sera aussi l'un des plus luxueux jamais réalisés. Le client, l'armateur américain RCCL, est roi.